Hier, on a étudié un peu le voyage comme forme de la communication intellectuelle et tout naturellement, j'en viens aujourd'hui alors aux correspondances comme forme primordiale de la communication au XVIIe siècle. Je vous disais que le voyage était souvent l'occasion d'une correspondance. Et l'étude, en effet, des sources montre bien que c'est à la suite d'une visite qu'une correspondance s'est échangée. On pourrait dire même que, dans une certaine mesure, les lettres précèdent le voyage. En effet, il y a plusieurs cas que j'ai notés où le voyageur, c'est surtout un professeur d'université, se met en contact par lettre avec la personnalité qu'il espère visiter au cours de son voyage. Eh bien, voyons d'abord ce qu'est la communication. Si vous voulez, je traiterai d'abord du siècle d'or des communications qu'est le XVIIe siècle, puis ensuite de correspondance comme source historique, comme source de l'histoire de la vie intellectuelle, et enfin le réseau des correspondances. Et tout d'abord, je tiens encore à souligner, en ce qui concerne la correspondance, j'ai parlé de cette forme primordiale au XVIIe siècle, de souligner la continuité, là encore, du XVIe au XVIIIe siècle. La correspondance d'Erasme au début du siècle est assez connue, mais les échanges épistolaires ont continué, et d'une façon assez intense, tout au cours du XVIe siècle. Certes, ces échanges épistolaires s'intensifient en même temps que on prend conscience, comme je l'ai souligné à la fin du XVIe siècle, en me fondant au moins sur un fait lexical, de la réalité et de l'étendue de la République des lettres. Et en même temps que se développe, plutôt ce développement des échanges épistolaires s'explique en partie, d'une part, par l'extension, en particulier au nord de l'Europe, de cette Respublica Literaria, je signalais ce glissement dont avait déjà parlé Paul Hazard du Midi au nord. Il est évident que le développement de la Hollande comme carrefour culturel, le développement aussi de la vie intellectuelle, de l'activité intellectuelle en Suède et même dans le nord de l'Allemagne, ont contribué à la multiplication des échanges épistolaires. Et puis, ajouter à cela l'autre raison que j'ai appelée l'élargissement du savoir, qui va de pair avec aussi l'élargissement des parties prenantes à la Respublica Literaria. Mais si il y a continuité du XVIe au XVIIe siècle, il y a également une continuité du XVIIe au XVIIIe siècle. D'une façon peut-être un peu saisissante, j'ai parlé de cette espèce de mutation de la communication épistolaire, dont le caractère personnel est primordial, à cette communication moins personnelle, sinon anonyme, qu'est la communication journalistique des nouvelles, du monde et des lettres. Mais si les journalistes de la fin du siècle, qu'ils soient allemands, qu'ils soient de langue française en Hollande, je pense aux réfugiés huguenots, et qu'ils soient anglais surtout,
Si ces journalistes n'avaient pas bénéficié des informations de leurs lecteurs, des informations donc qu'ils tenaient toujours grâce aux correspondances, ils n'auraient pas été très très loin. La substance des journaux de la fin du siècle vient des lecteurs, c'est-à-dire des correspondants du journal. Et c'est pourquoi il est difficile, par exemple, de parler de Bayle, de sa pensée, de son influence, en se fondant trop sur les nouvelles de la République des Lettres. Les informations qu'il donne, il les tire de ses lecteurs bien souvent. Évidemment, certains articles comportent un développement vraiment personnel, mais il est toujours très difficile de faire la part entre ce qui vient d'informateurs et ce qui vient du journaliste lui-même. Ceci a été démontré d'une façon très sûre, et je dirais même très brillante, par Madame Labrousse, qui a contribué à ce recueil que nous avions édité à Amsterdam à l'occasion de la commémoration d'un centenaire de Bayle. Elle a donné une contribution à cette publication sous le titre « Les coulisses du journal de Bayle ». Et elle montre bien tout ce que Bayle ainsi doit à ses informateurs, disons à ses lecteurs. De même, ne quittons pas précisément cette période où se développe la communication journalistique sans penser à un Oldenburg, qui fut le secrétaire de la Royal Society. Et maintenant que l'on dispose d'une édition de sa volumineuse correspondance, on voit bien tout ce qu'il doit, lui aussi, à la communication épistolaire. Eh bien, voyons d'abord, je l'ai annoncé, ce premier point de mon exposé. Dans quelle mesure le XVIIe siècle peut-il être dit, comme on l'a appelé très souvent, le siècle d'or des correspondances? Il y a un premier fait, je dirais presque d'ordre quantitatif, c'est l'abondance des recueils de lettres, des éditions de lettres éditées au XVIIe siècle. Il y a là une quantité nettement supérieure à ce que furent les éditions au XVIe siècle et surtout nettement supérieure à ce qu'elles furent au milieu du XVIIIe siècle. Il semble que l'intérêt pour les correspondances éditées s'amenuise progressivement et pratiquement cesse, non pas cesse, mais semble se tarir au milieu du XVIIe siècle. C'est pourquoi j'avais plaidé en faveur d'un inventaire des recueils de lettres du XVIe au XVIIIe siècle. Et en vue de préparer cet inventaire, j'avais recensé le plus possible même de recueils, et je me suis bien aperçu que le nombre des éditions de lettres diminue sensiblement après 1725. Et 1725 étant la date de ce recueil extraordinaire de lettres en 5 gros volumes, procuré par Pierre Burman en Hollande, et qui reste un monument extraordinaire. Donc il y a une abondance de recueils et donc de lettres éditées, mais aussi nous constatons une abondance de vestiges manuscrits, de correspondances manuscrites. Donc c'est là un premier fait qu'il faut souligner et qui peut-être nous permet déjà de parler d'un siècle d'or des correspondances.
Comment se présentent donc ces vestiges, ou plutôt, à quels besoins ont-ils répondu? Comment expliquer ce développement de l'édition des correspondances? Autrement dit, comment est conçue et dans quel but l'édition des lettres d'un auteur ou de divers auteurs? Eh bien, d'abord, comme le prolongement, je dirais presque le couronnement, ou du moins l'illustration d'une œuvre ou d'une vie. Elle est conçue comme telle par l'auteur lui-même, qui, de son vivant, prépare, je dirais presque, l'édition posthume de ses lettres, en ce sens qu'il en garde fidèlement l'original quand il a reçu cette lettre d'un correspondant, ou la copie ou la minute quand il s'agit de ses propres lettres. Vous savez que l'on distingue toujours dans une correspondance la correspondance active, qui est la correspondance de l'auteur, et la correspondance passive, c'est-à-dire l'ensemble des lettres qu'il reçoit de ses correspondants. Évidemment, l'historien voudrait toujours avoir les deux volets de ce diptyque, c'est-à-dire les lettres de l'auteur qui l'intéressent et les réponses. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Je dirais même que ce n'est pas souvent le cas. Tantôt, nous n'avons que les lettres de l'auteur, mais le plus souvent, nous n'avons que les lettres de ses correspondants. En tout cas, je dis en passant, ceci est un petit avertissement de méthode. Le but à se fixer, c'est que dans toute la mesure du possible, lorsqu'on veut éditer une correspondance, c'est de rétablir le dialogue, car les lettres ne sont tout de même que des fragments dans une œuvre et dans une vie, tandis que le dialogue vraiment nous restitue au niveau même de l'actualité, d'une actualité quotidienne, ces échanges, c'est-à-dire cette communication mutuelle. Donc, ces éditions sont conçues par l'auteur déjà comme un prolongement de son œuvre, et nous avons toute une série de témoignages qui montrent bien quel a été le souci de chacun de garder ainsi en vue d'une édition éventuelle, même après la mort, de ceci. C'est ce qu'a fait Descartes. Si vous consultez l'inventaire des papiers que l'on a recouvrés à Stockholm après la mort de Descartes, c'est-à-dire au lendemain du 11 février 1650, vous verrez qu'il y a plusieurs liasses de correspondances, et d'une correspondance qui avait été classée par Descartes lui-même. J'ai pu apporter la preuve que cette grande correspondance de Casaubon, qui est une des grandes correspondances du XVIIe siècle, avait déjà été préparée par Casaubon lui-même. Et son fils, Méric Casaubon, qui est bien connu aussi, et qui se trouvait en Angleterre. Vous savez que Casaubon était suisse de l'origine, il a été au service de l'université de Montpellier, et après la mort d'Henri IV, qui le protégeait, il est passé en Angleterre comme bibliothécaire, bibliothécarius regius, bibliothécaire du roi Jacques. Et étant protestant, la famille est restée en Angleterre, revenue en France, mais le fils aîné, Méric Casaubon, a été vraiment l'artisan de cette survie des lettres de Casaubon. Donc le cas de Descartes est très net, le cas de Casaubon n'est pas moins. Et puis, si l'auteur tient à sa correspondance, le lecteur, lui aussi, attend
je dirais que toute la République des lettres attend l'édition d'une correspondance. Et là, les témoignages sont très nombreux de satisfaction de voir enfin que on va éditer ou que l'on a édité une grande correspondance. M'occupant de Gronovius, par exemple, éditeur de la correspondance de Casaubon, il y a un témoignage là de Georg Richter, c'est un citoyen allemand, celui-ci de la République des Lettres, qui félicite Casaubon d'avoir fait à la République des Lettres cet immense cadeau qu'est la correspondance intégrale de Casaubon. D'ailleurs, on comprend cette attente, surtout lorsqu'il s'agit d'un Descartes, j'y ai fait allusion, je crois, hier, que véritablement la diffusion du cartésianisme a progressé, je dirais, dans le sens de la clarification des idées, grâce à l'édition, après la mort de Descartes, des 3 volumes de sa correspondance procurée par Clercelier. Enfin, l'édition de lettres, non seulement par auteur, mais aussi par discipline. J'en reparlerai tout à l'heure. Il y a des lettres purement théologiques entre théologiens. Il y a des lettres purement médicales entre médecins de l'Europe entière. Mais, voyez-vous, c'est assez difficile d'établir une classification où cette classification est trop grossière, ou alors elle risque de tomber dans la division à l'infini. Mais je crois qu'il faut d'abord parler des grandes correspondances par auteur et ensuite des correspondances par discipline. Mais simplement cette division, donc correspondance par auteur et correspondance par discipline, témoigne vraiment, et c'est pourquoi elles sont tant attendues, de la vie de la correspondance de la République des Lettres et de témoignages. Cela tient un petit peu, mais maintenant les choses se sont tellement multipliées en ce qui concerne les journaux. Mais déjà, avant la guerre, on avait beaucoup d'intérêt pour les journaux de certains auteurs. Et maintenant, il semble se tarir. Maintenant, on écrit des mémoires. Et on les écrit, non pas à la fin de la vie, mais au commencement, souvent. Tous les acteurs écrivent leurs mémoires. Enfin, ils écrivent. On écrit pour eux, bien souvent. Non, il y a un signe des temps. Et c'est un signe d'une autre forme qui s'est passé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et on a marqué beaucoup moins d'intérêt pour ce genre de communication. Non, on est très très sensible alors au XVIIe siècle, précisément au témoignage qu'apportent les lettres sur, je dirais, la vie intellectuelle, mais sur la vie intellectuelle que les contemporains ont connue. Et ils attendent certainement des informations, mais avec beaucoup de curiosité. Ils attendent des jugements de valeur portés sur les événements de la vie intellectuelle. Des jugements de valeur aussi sur les anecdotes. Parce qu'il y a un côté aussi de curiosité sur cette chronique, si je puis dire, que présentent les correspondances de la vie, même sur les coulisses de la vie intellectuelle. En tout cas, il y a une chose qui se dégage de tout cet ensemble, c'est cette obligation vraiment fondamentale du citoyen de la République des Lettres, qu'il soit médecin, théologien, juriste ou autre, de participer activement, et nous allons voir comment, à la vie de cette République des Lettres, à la communication intellectuelle, et qui s'opère principalement par les correspondances. Le premier devoir qui s'impose, c'est, pour employer l'expression latine, l'officium
literarum. Vous retrouvez l'expression équivalente aussi, cette nécessité de l'alloquium literarum. Et cet officium découle donc de ces deux valeurs fondamentales que nous avons dégagées hier, l'eruditio et l'humanitas. C'est un devoir à l'égard des concitoyens, donc, de faire circuler les nouvelles et aussi les bons offices. D'ailleurs, cet alloquium literarum est senti comme une obligation stricte. Et là, nous avons des témoignages vraiment curieux, car, vous savez, quand on retrouve des milliers de lettres, on se demande, et qui couvrent quelquefois des vies assez brèves, on se demande, ils ont dû passer beaucoup de temps à écrire. Je vous citerai le cas que je connais bien de Casaubon. Il suffit d'ouvrir son journal, qui a été publié en Angleterre à la fin du siècle dernier sous le titre d'Éphémérides. Il note ses activités chaque jour. Eh bien, c'est parfois 3 heures, 4 heures, 5 heures, quelquefois 8 heures d'alloquium literarum. Il écrit ses lettres. Et on sent que c'est un devoir qui lui pèse, mais il s'y soumet. Il faut voir d'ailleurs dans quel état d'esprit aussi, et là nous avons des confidences, ces gens écrivaient. Ils écrivent avec une certaine anxiété, car il y a cette crainte que la lettre ne se perde, n'arrive pas, en raison même de la précarité des moyens de transport, surtout que la lettre est souvent accompagnée d'un fasciculus, comme on dit en latin, ou un fagot, comme traduisait Pérez, c'est-à-dire d'un paquet, un paquet contenant des livres ou des manuscrits. Et cette anxiété se traduit dans les lettres elles-mêmes, car on commence toujours par se demander si le correspondant a bien reçu sa lettre. On lui renvoie quelquefois même une copie de la lettre qui a été envoyée. Et cela explique qu'on ne se contente pas d'envoyer un original, mais que l'on garde, j'allais dire, la minute. Seulement le mot minute se dit de deux façons. Il s'agit soit d'un brouillon de lettres, soit d'une copie faite sur la lettre originale avant d'envoyer celle-ci. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, c'est une habitude courante. Pourquoi? C'est que si la lettre n'est pas parvenue, et alors on reprend ou la minute ou la copie, et c'est une lettre que l'on envoie, que l'on joint souvent, ou à celle que l'on a écrite, ou alors on reprend dans la lettre la substance même de la lettre qui n'est pas arrivée, qui a été perdue, et donc on sait qu'elle est perdue. Et ceci, bien entendu, ne facilite pas le travail de l'historien, car il ne faut pas croire que dans ces vestiges manuscrits dont je parlais tout à l'heure, il n'y a que des lettres originales. Il y a surtout des minutes ou des copies. Enfin, il faut faire avec ce que l'on trouve. Mais je pense à un dialogue que j'ai pu reconstituer parce que les deux volets du triptyque se trouvaient dans la même bibliothèque, à la bibliothèque Vaticane. Il s'agit d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont tentés par l'édition de lettres de ce genre, je leur céderai volontiers la place pour mener à bien cette correspondance, l'édition de cette correspondance qui est fabuleuse, car c'est une correspondance entre le nonce de Cologne, Fabio Chigi, au moment du traité de Münster, Fabio Chigi, qui fut le futur Alexandre VII,
Et j'ai fait allusion le premier jour, je crois. Et un Allemand réfugié à Amsterdam, qui était prêtre catholique et qui était en fait l'informateur, l'agent diplomatique, non pas diplomatique, mais enfin l'agent tout court, je dirais presque un membre du service secret de Fabio Chigi. C'est prodigieusement intéressant, car là, c'est le monde de la politique, bien entendu, mais aussi le monde des lettres, et les jugements portés sur des gens comme Grotius ou Vossius, et des nouvelles qui viennent de partout, qui viennent de Rome, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Hollande, de France. C'est prodigieusement intéressant. Comment se présente cette correspondance? Et là commence la difficulté, car les lettres de Nisius, très lisibles, sont dans l'original. Mais les réponses de Fabio Chigi se trouvent dans ce qu'on appelle un livre de copie tenu par le secrétaire du nonce sous forme de résumé d'une lettre. Mais du moins, on est à peu près assuré de la substance même de cet échange, d'un côté comme de l'autre. Mais là c'est presque, je dirais, une documentation qui nous est fournie sur un plat d'argent. Mais la difficulté porte évidemment sur des copies qui se sont, nous verrons pourquoi elles se sont multipliées, des copies, des minutes, et même, savez-vous, il est très difficile de savoir si on a devant soi un original ou une copie. La seule indication matérielle porte, à vrai dire, sur ce qu'on appelle le pliage et la trace, ou le cachet, s'il existe encore, ou la trace d'un cachet. Vous savez qu'on pliait la lettre en 3 ou 4 et on la cachetait. Alors, s'il y a des traces, on peut penser, presque à coup sûr, que la lettre a été envoyée, qu'il s'agit d'un original. Mais j'ai cru un jour, même plusieurs fois, avoir un original sous les yeux, mais c'était tout simplement une belle copie, mais exactement présentée avec la date, les signatures et tout, comme un original. Mais quand j'ai retrouvé 2 copies de la même lettre, et absolument identiques, alors je me suis interrogé. Et quelquefois on trouve, ce sont des cas à peu près rarissimes, parce qu'il s'agit alors de lettres écrites à de grands personnages. Notre Gronovius a été, qui était un philologue reconnu dans toute l'Europe, a été visité par la reine Christine lorsqu'elle a abdiqué, visité, et qu'elle est venue en direction de Rome, en passant, comme vous savez, par la Belgique et la France. Mais il avait été en rapport avec elle par correspondance. Eh bien, dans ces papiers, Dieu merci, ce sont des papiers de famille qui nous sont parvenus presque intégralement, j'ai retrouvé 7 ou 8 brouillons, 7 ou 8 canevas, ou je ne sais pas comment on dit en italien, ou concept, comme on dit dans le pays du Nord, d'une même lettre. Alors, lorsqu'on n'a pas l'original et que l'on édite ces lettres, comment choisir? Il y a tout un travail critique, mais c'est pour vous dire, lever un petit peu le voile sur la difficulté des éditions de lettres. On s'imagine, lorsqu'on est jeune, que tout va bien, il suffit d'avoir les documents en main, et malgré tout, mais simplement l'établissement du texte pose de très graves problèmes, et alors il y a un autre problème qui se pose, c'est le commentaire du texte, c'est-à-dire l'élaboration des notes. Et je crois qu'il serait bon que l'on s'intéressât à ce travail scientifique, même dans l'université, pour former précisément des éditeurs de textes, car on aura toujours besoin, et à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de correspondance, d'éditeurs bien formés, et d'éditeurs qui consentent à respecter une certaine méthodologie, c'est-à-dire certaines règles acceptées
par tous. Mais ce sera peut-être la plus grande difficulté de mettre au point une méthodologie. Il y a trop d'éditions de textes qui se font un peu en toute fantaisie et dans le désordre méthodologique. Donc, je rappelais ce souci quotidien de l'alloquium literarum. Un autre aspect que je tiens à souligner aussi, c'est la curiosité, et une curiosité qui est une véritable chasse aux correspondances. On copie les lettres. D'ailleurs, nous verrons maintenant qu'une lettre est toujours plus ou moins circulaire, c'est-à-dire, eh bien, littéralement, qu'elle circule et qu'on la fait circuler. Elle ne garde que rarement son caractère confidentiel. Elle est diffusée, et parfois très largement, par les amis du destinataire. Le destinataire communique cette lettre aux amis. Elle est diffusée aussi par l'auteur, qui communique à d'autres amis, quelquefois le texte même de sa lettre, et en tout cas la substance même de sa lettre, des informations. Par exemple, le 20 octobre 1651, répondant à Nicolas Heinsius, ce Hollandais qui a fait ses voyages en Italie, qui s'est rendu célèbre comme tel, un grand ami de Cassiano dal Pozzo, et qui s'est retrouvé à Stockholm au service de la reine Christine. Il a entretenu une correspondance avec Chaplin, qui a été d'ailleurs, que nous avons édité dans les archives d'Histoire des idées, et une correspondance procurée par le professeur Bray, Bernard Bray. Eh bien, dans cette lettre, Chaplin assure Nicolas Heinsius que tous ceux que vous avez nommés dans votre lettre, ils liront leur nom. Il va donc faire circuler cette lettre de Heinsius auprès des amis qu'a cité Heinsius. On pourrait, je crois, multiplier bien des preuves de cette circulation de lettres, donc toujours soit de l'original, soit de la copie. Voici un autre cas que j'emprunte à la correspondance de Grotius. Dans une lettre du 5 avril 1632, Grotius mande à Pierre Dupuy à Paris, c'est-à-dire informe Pierre Dupuy à Paris, des nouvelles de Hollande, entre autres, et c'est un fait intéressant car il nous rapporte à cette occupation des Hollandais, cette occupation temporaire de 1625 à 1653, je crois, des Hollandais au Brésil. C'est eux qui avaient récifé du Brésil. Ça a été... Les Hollandais ne sont pas des colonisateurs, ce sont des marchands. Et le jour où véritablement ils ont été trop menacés par les Portugais et par les indigènes, car ils ont conquis, je peux dire, cette terre sur les Portugais, ils sont partis. Et il y a eu un échec plutôt d'un coup de main que les Hollandais, c'est connu dans l'histoire des Hollande, avaient fait sur Paraíba, au Brésil. Et à cette nouvelle, il joint donc une observation exacte d'une éclipse lunaire faite ici. Donc la lettre est écrite à Pierre Dupuy, à Paris, et elle est destinée à Pierre Dupuy, mais il y joint une observation donc astronomique, une observation scientifique, qui est destinée à William Schickard. Schickard est un professeur, un astronome de l'université de Tübingen, qui d'ailleurs a laissé une correspondance extrêmement intéressante.
qui se trouve, qui est déposé à Schickhardt. Ça fait 10 ans que j'attends son édition, sa publication, car j'étais passé à Stuttgart pour revoir cette correspondance, dont je n'avais eu que quelques reproductions, et elle était entre les mains d'un professeur de Tübingen qui ne l'a pas encore publiée. Enfin, je vous signale qu'elle existe et que pour les historiens des sciences, c'est évidemment un document, une source extrêmement précieuse. Donc, et il prie son correspondant parisien, c'est-à-dire Pierre Dupuy, de montrer cette description de l'observation astronomique à Gassendi, professeur au Collège de France, et après de fermer la lettre et de l'expédier à Tübingen. En effet, on trouve souvent des lettres envoyées à ce qu'on appelait à cachet sceau, volant, que l'on pouvait facilement détacher pour prendre connaissance de la lettre. Et celui qui envoie la lettre, donc l'auteur de la lettre, dit « je vous l'envoie à cachet volant », n'est-ce pas, pour que son correspondant ne soit pas étonné de voir une lettre que l'on peut ouvrir si facilement. Et ainsi, Grotius, Dupuy qui doit montrer la lettre à Gassendi, la reprendre et l'envoyer à Schickhardt. C'est un exemple, mais assez significatif, je trouve. Il arrivait aussi, et il y a un cas célèbre qui est arrivé à un disciple de Descartes, Jean de Rey. Vous savez qu'on pénètre quelquefois par les correspondances dans la coulisse de l'histoire des idées. Et il s'agissait, c'est un fait assez significatif dans l'histoire du cartésianisme, le protecteur de l'université de Herborn, qui était un cousin du prince d'Orange, en 1651, avait sollicité, parce que le cartésianisme, l'enseignement cartésien commençait à s'implanter à Herborn, le jugement des facultés hollandaises sur le cartésianisme. Et à l'aide, lorsque le Sénat, c'est-à-dire la réunion des professeurs, s'est réuni pour délibérer, il semble qu'il y ait eu vraiment de la discussion. Et Jean de Rey avait donc donné un compte-rendu assez piquant de cette réunion, et je dirais des arrangements, enfin plus ou moins honnêtes, qui s'étaient passés pour établir un compromis. Et cette lettre était donc envoyée à Klauberg, qui lui était déjà professeur à Herborn. Et le collègue de Klauberg, un certain Lenz, professeur d'histoire, et qui était anti-cartésien, a subtilisé la lettre et enlevé le cachet et remis un autre cachet, un autre sceau. Mais il ne s'est pas contenté de subtiliser la lettre, il l'a publiée. Et c'est un cas, je ne dis pas qu'il est unique, il y en a certainement, enfin, c'est un cas assez intéressant, car de Rey a répondu à son ami Klauberg, enfin je vous dis tout ceci à peu près en substance et en termes modernes, qu'il s'en moquait pas mal, que ça n'avait aucune importance, mais que ce Lentulus avait véritablement eu de l'audace, car il avait évidemment mis son cachet personnel, son sceau personnel, et le sceau qu'a fait sauter, qu'a donc décacheté le destinataire, Klauberg, n'était plus le même. Ceci est un trait qui m'a frappé, car je vous dis, ça permet un peu ce petit fait de rentrer dans la coulisse des polémiques philosophico-théologiques. Mais c'est un fait que cette curiosité des lettres
pousse beaucoup de citoyens de la République des lettres à des indiscrétions pour collectionner les lettres. Je dirais même pour les subtiliser, car ils sont tous collectionneurs. Au fond, beaucoup de ces éditions qui apparaissent au XVIIe siècle sont des éditions, j'allais dire, de collectionneurs, de fonds assemblés par un collectionneur. Donc, siècle des correspondances, siècle d'or, je pense vous avoir dit l'essentiel. Mais je passe maintenant, il faudrait évidemment développer, mais alors là, c'est un sujet sans fin. Comment se présente une correspondance? Si vous voulez, ce serait plutôt le deuxième thème que j'annonçais, c'est-à-dire les correspondances comme source historique. Eh bien, que contiennent les correspondances? Des nouvelles, suivant la formule établie, du monde et des lettres. C'est donc un moyen de communication, d'information, mais c'est aussi un témoignage avec tout ce qu'il a de relatif, toujours plus ou moins subjectif et toujours plus ou moins bien fondé. Mais d'un autre point de vue, cela nous permet d'expliciter un peu ces deux valeurs fondamentales que je distinguais de l'eruditio et de l'humanitas. L'eruditio, je n'insiste pas. Quand des théologiens échangent des lettres entre eux, ce sont sur des sujets évidemment de haute intellectualité ou de haute spiritualité. Donc ces documents ont toujours une très grande valeur. Et enfin, il y a beaucoup de traits relatifs à la vie intellectuelle, aux échanges littéraires, à la vie des livres, aux échanges de livres, bref, qui ressortissent à cette valeur de l'eruditio. Mais ce que je vous mets plus particulièrement en relief, c'est ceux qui nous permettent de cerner ce qu'on appelle l'humanitas, c'est-à-dire cette obligation de ce que j'appellerais les bons offices, cette disponibilité à autrui. Eh bien, quels seraient donc, je dirais, les bons offices? Peut-on en donner une certaine classification? Mais pourquoi pas? Il y a d'abord le bons offices de l'information, des nouvelles proprement dites, que ce soit des nouvelles du monde intellectuel, du monde savant, ou tout simplement les nouvelles politiques ou les nouvelles de la vie quotidienne. C'est un genre assez mêlé. Il y a les bons offices, je dirais, de l'acheminement des lettres, en quelque sorte de la poste. Nous en parlions tout à l'heure pour terminer du réseau donc, de la République des lettres, mais on achemine les lettres en les faisant circuler d'une part, mais aussi en les portant si on va en voyage. Et enfin, il y a aussi des bons offices, étant donné la précarité pour les voyages, n'est-ce pas, des moyens de séjour. On a quelques confidences sur les auberges du temps, mais en fait, l'hôtellerie était une hôtellerie tout à fait amicale. C'était souvent l'hôtellerie, la maison de quelqu'un que l'on visitait, donc, ou d'une personnalité. Et on se rend bien compte que, j'ai vu ça par exemple en ce qui concerne les voyages, plus particulièrement des Hollandais, ils visitent une personnalité, Gronovius visite Cassiano dal Pozzo à Rome, mais il est reçu par Cassiano dal Pozzo. Comme il connaît des compatriotes, et en particulier lui, protestant, connaît un ami, Holstenius, qui est devenu bibliothécaire de la Vatican, mais lui qui est juriste, eh bien, c'est Holstenius qui lui sert d'hôtelier.
en le logeant lui-même. Il y a ce côté des relations humaines qu'il ne faut pas négliger pour expliquer précisément cette vie intellectuelle au niveau de l'actualité quotidienne. C'est presque un service de banque, un bon office de banque et d'argent. Évidemment, il y a la possibilité de lettres de change avec tous ces relais qui sont si nombreux, établis par des marchands. Il est très très souvent question, en effet, des bons offices des marchands qui peuvent être aussi, eux, des citoyens de la République des lettres, il ne faut pas l'oublier, des marchands, et en particulier, je pense, aux libraires. Vous voyez, par exemple, Elsevier, Blaeu, pour les grands éditeurs hollandais, ont circulé indéfiniment en Europe. Ils ont des agents fixes dans les principales villes d'Europe. Et ces agents, évidemment, servent de relais pour la vie. Et il fallait bien avoir de l'argent pour vivre pendant 2 ans ou 3 ans. C'est encore là une chose à creuser. Et il y a aussi les bons offices de l'entremise. Et enfin, vous avez un autre bon office qui est assez curieux, au point que ces lettres, donc, dont ils sont l'occasion, constituent un véritable genre. C'est la lettre de recommandation. Dans ces correspondances si variées de la République des lettres, la lettre de recommandation, celle que l'on donne à un étudiant qui part pour sa pérégrination académique ou à un ami qui désire entrer en communication avec une personnalité quelconque. Et quel que soit, peut-être étudiant, mais on peut être aussi un citoyen célèbre, on a toujours avec soi des lettres de recommandation d'un ami qui a été en rapport d'amitié, en commerce littéraire, comme on dit, avec une autre personnalité que celui qui va partir ne connaît pas encore, mais il a avec lui plusieurs lettres de recommandation. C'est un véritable genre. Il y a aussi un autre genre, c'est la lettre de consolation, c'est-à-dire celle que l'on écrit à l'occasion d'un décès, d'un parent ou d'un ami. Je vous en parle car, je dis bien, c'est dans la correspondance entre Descartes et Constantin Huygens, il y a une lettre de consolation, il y en a même plusieurs, mais une lettre de consolation écrite par Descartes à l'occasion de la mort d'un beau-frère de Constantin Huygens. Et cette lettre a été l'occasion, je crois, d'une interprétation tout à fait défectueuse et qui a conduit à suspecter la fidélité de l'éditeur de la correspondance de Descartes, Clerselier. Vous savez qu'il y a une espèce de malédiction qui pèse sur Clerselier depuis pas mal d'années, pas mal de siècles. Il aurait manipulé, c'est le terme de l'anglais Roth, qui a été l'éditeur de la correspondance de Constantin Huygens et Descartes, et c'est un terme vraiment un petit peu fort. Il aurait manipulé, Clerselier, les lettres de Descartes de façon à vraiment le rechristianiser à la française. Oui. Et je me suis aperçu qu'on s'appuyait surtout sur cette lettre de recommandation. Or, je dis une chose, c'est que on a tiré d'ailleurs, vous pourriez voir ça dans l'édition de l'œuvre de Descartes, on a tiré des conclusions tout à fait contestables sur la base de l'édition de Clerselier, qui lui ne disposait que de la minute. Mais vous savez qu'on a retrouvé l'original de cette lettre de Constantin Huygens à Descartes, et il y a évidemment une modification, dans le sens de plus de brièveté et une
certaines phrases, en effet, plus ou moins tendance, je dirais, catholique, ne s'y trouvait plus. Mais c'est à croire que ces éditeurs de correspondance n'ont pas de métier, car, vous savez, il y a quelquefois des différences considérables entre un brouillon et la lettre qui a été envoyée. Il y a des repentirs de l'auteur. Descartes a pu jeter sur le papier, n'est-ce pas, ceci, avec sa réaction instinctive, disons, de contre-réformer, se dire, ah non, tout de même, peut-être je vais trop loin, donc il modifie un petit peu son texte. Et souvent, c'est pourquoi je suis très sceptique, c'est lorsque vous comparez donc le brouillon et l'original, vous verrez que la différence est surtout d'ordre stylistique, en ce sens que Descartes a certainement visé dans la lettre que Constantin Huygens allait recevoir à plus de clarté, à plus de précision, et à laisser tomber, j'allais dire, cette espèce de boursouflure qu'il y avait dans la minute, dans le brouillon de sa lettre. C'est un cas vraiment exceptionnel. J'ai présenté mon point de vue personnel, avec prudence bien entendu, mais plutôt j'ai suggéré mon point de vue personnel dans cette communication que j'ai faite sur Pierre Seullier, éditeur de la correspondance de Descartes et à laquelle je faisais allusion hier. Donc voici tous les bons offices. La lettre de recommandation, un véritable genre, et la lettre de consolation, un autre genre encore. Et maintenant, je voudrais terminer en évoquant ce qu'a été le réseau des correspondances, car c'est un véritable réseau avec des centres, des nœuds de communication qui s'établissent sur toute l'Europe. Comment se présente-t-il? Je dis bien sur toute l'Europe. Il y a, on peut dire, le réseau des grands correspondants, quelle que soit leur appartenance, évidemment, à une confession religieuse. Vous voyez la correspondance de Constantin Huygens, la correspondance de son fils Christian Huygens, la correspondance de Descartes, de Mersenne qui est tout de même un prêtre, un religieux, contre-réformé, et qui écrit en Transylvanie, qui écrit à des Sociniens, et qui, après avoir écrit une apologétique très virulente contre les athées, finalement rejoint l'irénisme d'une Respublica Literaria et Christiana. Je n'ai pas insisté sur cette seconde épithète accolée à et Christiana, mais il faut bien l'interpréter. Il s'agit de Christiana dans l'esprit d'Erasme, dans l'esprit de Grotius, dans l'esprit aussi d'un certain Comenius, c'est-à-dire l'essentiel de la religion chrétienne, en ne tenant pas compte de ces divisions en différentes confessions. Nous avons donc là un réseau européen. Il y a des réseaux aussi, on peut dire, par discipline. Les médecins s'écrivent, il y a une communication mutuelle en toute l'Europe des médecins. Évidemment, le réseau des théologiens est plus limité géographiquement. On ne peut pas dire qu'ils ne s'écrivent qu'entre théologiens de la même confession. Mais enfin, il sera plus rare de trouver dans la correspondance d'un théologien calviniste nombre de lettres avec des théologiens catholiques, par exemple, ou italiens ou espagnols. Non. Enfin, c'est bien compréhensible. Mais c'est surtout ce qui m'a frappé, le réseau des médecins. Oui. De Naples à Copenhague, à Oxford, à Paris, à Nuremberg,
de Naples, même en Pologne, avec des gens comme Bartholin, c'est toute la famille des Bartholin, ce médecin danois qui tout de même a laissé un nom dans l'histoire de la médecine et de la physiologie au XVIIe siècle. On voyage, on s'écrit, ce Bartholin qui d'ailleurs a écrit ce De Peregrinatione Medica. Sa correspondance a été éditée, il faudrait la reprendre car il y a bien d'autres lettres qui ne sont pas éditées, et on établir car c'est un reflet de la vie médicale, des préoccupations médicales, des polémiques autour en particulier de la circulation du sang. Voilà, il suffit de voir le bref catalogue qui a été établi de la correspondance de Marco Aurelio Severino qui se déposait à la Lancesiana à Rome pour voir ce que signifie l'expression l'Europe médicale, l'Europe des médecins. Donc c'est vraiment un réseau très étendu. Or ce réseau, comment se forme-t-il? Et là encore, il faut mettre en relief le caractère d'échange de personne à personne de la communication. Il ne se forme pas nécessairement autour, comme on pourrait le penser aujourd'hui, d'un laboratoire, même d'une université, mais d'une personnalité. À telle enseigne que ce centre, ce noyau disparaît si la personnalité en question meurt. C'est le cas de Peiresc. On peut dire que beaucoup de citoyens de la République des Lettres venant du Nord sont passés par Aix pour voir Peiresc, mais qui ont changé leur itinéraire après la mort de Peiresc. Donc ils sont véritablement là des pôles d'attraction, on peut dire, dans ce réseau. Tous ces gens. Et il y a aussi, je citerai à côté de Peiresc, évidemment Mersenne, Cassiano dal Pozzo, une correspondance immense. Un qu'on n'attendrait pas parce qu'il est assez peu connu, c'est Ambrosio de Vintimille, qui a été, c'est un moine, mais qui a été on peut dire, un agent de transmission de la République des Lettres, comme en témoigne évidemment sa correspondance. Il y a pas mal de lettres de Ambrosio, par exemple, à la bibliothèque universitaire de Gênes. Je pense à Severino, à Bartholin, que j'ai déjà, et tant d'autres. J'ai évoqué aussi les noms d'Allemands comme Volkamer ou Conring, et puis alors évidemment c'est Hollandais, n'est-ce pas, qui eux sont européens. Grenodius, Heinsius, Vossius, les rapports de Vossius avec Nice. D'ailleurs, il y a des rapports privilégiés pendant tout le XVIIe siècle entre Nice et la Hollande. Je dirais, ce sont des rapports entre républiques aussi. D'abord, l'importance politique, mais également. Alors, après, dans la dernier tiers du XVIIe siècle, en même temps que cette communication de caractère essentiellement personnel de la Res Publica Literaria change peu à peu, s'oriente vers une communication de caractère plus anonyme, je dirais d'abord de communication journalistique, nous voyons, j'allais dire que la personne peu à peu cède la place à l'institution. Nous voyons évidemment les échanges épistolaires s'établir autour d'une institution, d'une société. Et la première société qu'il faut mentionner, c'est évidemment la Royal Society. Ou alors autour d'un journal. J'explique les lettres aux journaux, les lettres donc aux journaux hollandais de langue française, mais aussi les lettres aux Acta Editorum de Leipzig. Quels sont les agents de transmission, les moyens de la transmission? Eh bien, il y a la poste, ce que l'on appelle l'ordinaire, évidemment,
ça n'a rien de commun avec le réseau européen actuel. Mais enfin, il y a des services réguliers entre différentes villes. Et, vous savez, une lettre mettait quelquefois moins de temps au XVIIe siècle qu'au XXe siècle. J'ai reçu de Naples des lettres postées 2 mois auparavant. Or, entre Amsterdam et Rome, on voyageait à cheval, hein, j'ai vu des lettres, parce que là c'est important de savoir combien de temps une lettre a, de 15 à 20 jours, entre Paris et Amsterdam, ou Paris-La Haye plutôt, qui est la capitale diplomatique, il y a un service régulier, mais vraiment régulier. Et on sait par exemple, d'après la correspondance Rivet-Sarraut, que on écrivait toujours, je crois, le vendredi, car le courrier partait le vendredi. Et c'est une correspondance un peu exceptionnelle, car le dialogue continue pendant des années, chaque semaine. Et nous avons les lettres donc de l'auteur et les réponses également. Nous avons les deux reconstitués, comme les éditeurs, Botz et le roi ont reconstitué exactement le dialogue. C'est une correspondance un peu, à cet égard, un peu exceptionnelle. Mais évidemment, ce sont surtout les bons offices d'amis auxquels on a recours. Et j'ai noté que sur bien des lettres, même si elles sont écrites en latin, on retrouve cette vieille expression française, par ami, que Dieu garde. On évitait autant que possible l'ordinaire, surtout pour envoyer des lettres et des paquets, des livres, car cela coûtait cher. Et sur beaucoup de lettres, on trouve le prix que l'on a payé. On trouve aussi, quelquefois, pas trop souvent malheureusement, le jour où on a reçu la lettre, et on a ajouté, certains étaient très scrupuleux, le jour où on a répondu à cette lettre. Bon, ce sont des petits détails qui peuvent être parfois précieux dans l'édition d'une correspondance. Il faut également penser aux marchands, et en particulier aux libraires, aux agents d'éditeurs comme Elsevier ou comme Blaeu d'Amsterdam, ou Cramoisi, par exemple, de Paris, enfin des grands éditeurs. Et aux libraires qui tous se retrouvent, c'est-à-dire marchands de livres et éditeurs, à la foire de Francfort. On ne saurait sous-estimer l'importance donc de ces foires aux livres qui existent toujours d'ailleurs à Francfort, car c'est là qu'on se retrouve et c'est là que l'on peut échanger les correspondances en ce sens que c'est un moyen, lorsqu'on sait que le libraire ira à Francfort, on lui donne des lettres à remettre à un autre libraire, s'il vient d'Italie. Par exemple, un libraire d'Italie remettra à un libraire de Hollande ou de Suède, par exemple, les lettres qu'il a reçues. C'est ainsi que cheminent les lettres par le moyen, donc, grâce aux marchands. Et puis, il y a les ambassadeurs, les diplomates. Autrement dit, il y a la valise diplomatique. Là, j'ai peut-être surtout lorsqu'il s'agit de paquets. On envoie par la valise diplomatique, par le service. Ils avaient des courriers spéciaux, n'est-ce pas, les diplomates. Ça a été étudié par un Américain d'ailleurs, mais surtout pour le XVIe siècle, entre l'Espagne en particulier et le reste de l'Europe, mais enfin pour toute l'Europe. Ça s'est un petit peu modifié au XVIIe siècle, mais c'est tout de même un livre extrêmement intéressant.
Nous l'avons édité aussi dans nos archives, mais j'ai perdu le souvenir exact du titre. Donc, alors, dans ces paquets, il peut s'agir de livres, voire de manuscrits, d'originaux, copies, qui ont été prêtés par un correspondant et qui sont transmis, ou encore de livres achetés et d'envois d'auteurs. On échange les livres aussi en ce sens que si vous envoyez, c'est une espèce de service de presse en quelque sorte, à quelqu'un un ouvrage, ce quelqu'un est obligé, enfin c'est une obligation morale qui fait partie de l'humanitas, et c'est devenu une habitude, est obligé donc d'envoyer ce qu'on appelle un antidoron, c'est-à-dire d'envoyer un ouvrage que l'on vient aussi de paraître. C'est une manière donc pour les uns et pour les autres, pour chaque partie, d'enrichir la bibliothèque, car n'oubliez pas que la curiosité et la chasse des manuscrits aussi est un pendant de la curiosité des livres et de la chasse aux livres qui à cette époque était bien difficile à se procurer. Bon. Et enfin, je penserai encore, il faut abréger aux derniers agents, à un autre groupe d'agents de transmission que sont les étudiants. Car les étudiants sont véritablement des intermédiaires de culture lorsqu'ils voyagent. Il y a des cas, ils emportent évidemment des lettres, ils emportent des paquets, mais ils rendent aussi toutes sortes de services. Ils achètent des livres pour leurs professeurs. Ils font également des séances de bibliothèque pour collationner des manuscrits, pour copier des manuscrits. Et alors là, les témoignages sont nombreux. Oui. Donc, vous voyez quelle est peut-être l'importance de cette source historique que sont les correspondances. Évidemment, tout ceci est assez lacunaire, hein, mais j'espère avoir levé tout de même un voile sur l'importance de ces correspondances, et j'aimerais bien vous laisser la parole, car sans doute êtes-vous curieux de certains détails que vous auriez attendus de moi. Dans la mesure du possible, je suis prêt à vous les donner. Merci.